Est-ce que Jean-Nicolas, tu nous entends? Oui, tout est beau. Donc, l'atelier numéro 2, je ne vais pas parler, je vais laisser parler Jean-Nicolas, ne vous inquiétez pas. Jean-Nicolas, juste pour le présenter, une petite mise en contexte. Donc, Jean-Nicolas qui est pharmacien de formation, qui fait une pause dans ses études et qui fait son doctorat au département de géomatique avec moi comme directeur, et puis Elisabeth Lévesque et puis Eric de Santé Canada. Lui travaille dans sa thèse sur l'impact des changements climatiques sur la santé de la population, les effets des vagues de chaleur en fait dans les taux d'hospitalisation. Et Jean-Nicolas travaille beaucoup avec les données d'observation de la Terre dans plein de projets. Donc, il va vous montrer comment développer un plugin dans QGIS. Donc, QGIS, c'est une interface, je vous conseille d'ailleurs de l'installer si jamais vous voulez suivre l'atelier. Si jamais, ça va trop vite parce qu'il y a beaucoup de choses en termes de programmation Python. On n'est pas dans un notebook cette fois-ci, on est vraiment dans de la programmation dans un éditeur, par exemple, de programmation idéal. Donc, Jean-Nicolas va vous présenter tout ça. C'est enregistré. Donc, si jamais vous voulez faire un plugin dans vos travaux, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo, l'enregistrement, puis regarder ça lentement pour faire un plugin et proposer quelque chose pour vos travaux. Donc, c'est important dans des projets de recherche, autres que des notebooks, ça c'est super intéressant, c'est collaboratif, ça permet de développer évidemment des objectifs de recherche. Mais si vous voulez déployer votre projet, QGIS est vraiment intéressant pour ça, parce que vous pouvez développer facilement un petit plugin qui va pouvoir se connecter à Google Earth Engine, par exemple, ou n'importe quel autre système, et réaliser des travaux avec des formulaires, un petit éditeur graphique et tout ça. Et puis ça, en plus, ça donne de la visibilité à votre organisation. Quand vous avez un plugin, vous pouvez l'installer, on peut mettre le petit logo de l'université ou du département du cartel. Puis ça donne tout de suite, au niveau international, une grande visibilité sur ce que vous faites, parce que le plugin existe et tout le monde peut l'installer facilement en cherchant le plugin. Donc, je vais laisser parler Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, tu peux y aller. Puis s'il y a des questions, vous pouvez vous connecter sur Teams, mais normalement, le micro du hibou fonctionne très bien. Donc, même si vous parlez au fond de la classe, Jean-Nicolas devrait vous entendre. Et inversement. Parfait, je te laisse parler. Parfait, merci Michael. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, peut-être juste pour préciser, le plugin que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est un plugin que j'avais fait pour mes besoins personnels pour ma recherche, pour vraiment accélérer, en fait, le traitement des données, parce que quand on traite une grande quantité de données, on n'a vraiment pas le choix d'automatiser la chaîne de traitement. Donc, ce n'est pas un plugin que je dirais qui est prêt pour ce qu'on pourrait appeler la production, donc pour être déployé, pour être utilisé par plusieurs personnes. Donc, là, on a juste 3 heures en fait aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la première étape. Donc, comment faire un plugin pour vous, pour vos besoins personnels ou à la limite pour une petite organisation. Mais si on voulait avoir un plugin justement qu'on pourrait déployer à plus grande échelle, ça nécessiterait un design en fait de programmation pour s'assurer qu'il n'y ait aucun bug puis que les utilisateurs ne puissent pas briser votre plugin finalement. Donc, ça demande quand même un niveau en fait supérieur là, de planification pour le plugin. Donc là, ici, c'est vraiment juste pour vous donner les bases parce que en fait, juste comment designer des plugins pour la production, ça ferait l'objet d'une présentation de beaucoup plus que 3 heures. Donc, on va commencer en fait par le principal. Puis peut-être juste pour les gens qui pourraient se demander, parce que j'ai vu justement que vous aviez vu les notebooks, vous avez vu un peu l'interface. Donc, je peux vous apporter l'interface de Google Earth Engine qui est disponible en ligne. Donc, moi, dans le cadre de mes recherches, évidemment, j'ai travaillé beaucoup avec tout ce qui est les NDVI parce que je m'intéresse justement à l'effet des îlots de chaleur sur la santé humaine. Et si on prend les données, en fait, qui est dans l'éditeur en ligne,
un des problèmes qu'on a, c'est que moi, j'avais besoin de ça pour les aires de diffusion, en fait, qui est à travers le Canada. Donc, c'est des petits polygones qui sont séparés et qui regroupent entre 400 à 700 personnes. Okay? Donc, ça, on va le voir plus tard dans le plugin. Là. Donc, il y en a au-dessus de 10 000 au Québec. Donc, si j'ai besoin d'extraire les NDVI pour ces 10 000 polygones-là, de faire ça ici en ligne, là, ça serait impossible. Parce que ça nécessiterait, premièrement, on aurait une limite dans la capacité de notre Google Drive, où ce qu'on peut sauver nos données, et juste d'automatiser, ou des fois, fallait que je manipule les polygones aussi. Donc ici, c'est sûr que ça reste que c'est un SIG web, c'est pas un SIG qui est complet comme QGIS. Donc, c'est vraiment l'intérêt de développer un plugin. Honnêtement, moi, le plugin que j'avais développé initialement, c'était juste des scripts. Donc, je n'avais pas d'interface graphique parce que j'étais capable de le coder. Donc, j'ai fait une interface graphique rapide là, pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Donc, il y a deux façons de faire des plugins. Si c'est juste pour un usage interne, vous n'êtes pas obligé que ce soit une interface graphique, mais vous pouvez toujours ajouter une interface graphique. Ça peut être aussi intéressant là, selon vos besoins. Et donc, le plugin qu'on va développer, ça va être justement pour extraire les valeurs de NDVI dérivées des satellites Landsat et d'avoir les statistiques, en fait, par polygone, donc par petite région, pour savoir où est-ce qu'on a une abondance de végétation, puis où est-ce qu'on a un déficit de végétation. Peut-être la seule limitation du plugin à comparer à ce qu'on a ici, c'est que le plugin, on peut juste, quand vous avez un API en Python, là, vous pouvez juste rapatrier 10 mégabytes de données. Okay? Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on ne peut pas travailler avec les images de Google Earth Engine. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande au serveur de faire les traitements de son côté, puis nous, tout ce qu'on va recevoir, c'est les données en fichier CSV. Okay, donc, on ne peut pas extraire les images que vous voyez ici. Donc, souvent, c'est bon d'aller justement dans l'éditeur de Google Earth Engine Online où ce que vous pouvez tester votre code en JavaScript et vous pouvez voir qu'est-ce qui nous retourne. Donc, ici, on peut cliquer sur un pixel, n'importe quel pixel au hasard, et on peut avoir justement que, OK, j'ai un NDVI entre 0 et 1. Ici, j'étais à 0.44 dans un endroit où il y a de la végétation. Donc, mon résultat a du sens. Donc, on peut faire des petits tests, des petites preuves de concept. Puis, une fois que notre mini-script fonctionne bien en ligne, ben là, on peut le ramener et l'intégrer dans un plugin de QGIS. Donc, ça, c'était juste la petite introduction pour comprendre pourquoi on fait ça. Dans les prérequis, idéalement, pour suivre aujourd'hui, ce que ça prendrait, c'est vraiment QGIS. Okay? Donc, puis les plugins de QGIS, on va pouvoir les installer ensemble, c'est très rapide. Par contre, pour tout ce qui est le reste, qui est Python version 3.9, PyQt5 ou un bon IDE, ça, je les installerai pas avec vous, okay? Parce que ça serait beaucoup trop long, parce que vu que vous avez chacun des systèmes d'exploitation différents, que ce soit Mac, moi je suis sur Linux ou Windows, c'est trois processus d'installation différents. Et de toute façon, ici, je vous ai mis les liens, là, il y a beaucoup de documentation en ligne sur comment installer tout ça. Donc, je pense que ce serait peut-être une perte de temps que je prenne le temps d'installer tout ça avec vous. Je pense que vous allez être capable de vous débrouiller. Par contre, la documentation est beaucoup plus limitée là, en fonction de comment concevoir des plugins. Vous avez des petits exemples de base, puis vous avez un cookbook là, que je vais vous mettre à la fin. Mais c'est quand même assez difficile de se partir quand on ne l'a jamais fait. Par contre, quand on en a fait un ou quand on a eu un exemple, après ça, vous allez voir, c'est quand même pas si complexe que ça. And just to be clear, for those of you who don't speak French, I just realized that I forgot to put it in my slides. I won't go through with the installation process for all of these because you have a lot of documentation online. We will really focus today on how to create a plugin because the documentation is a lot more scarce in this area. And everything else is translated in my code, in the notebook, in the slide. So you should be able to follow along what I'm saying. So yeah, so just install QGIS for now and you should be good for the rest of the presentation. Donc, on va commencer, en fait, avant de vraiment plonger directement là, dans le code. C'est sûr que vous allez voir, si vous avez déjà programmé, vous devriez vous repérer assez rapidement, mais pour ceux qui n'ont jamais programmé, là, pour être sûr que vous avez au moins les bases, des bases communes, là, on va juste regarder quelques exemples. Donc, je remets ça ici. OK. Donc, ça, le notebook, c'est le lien, en fait, qui était dans la diapositive que je vous ai montré.
Ça, je crois que vous avez vu ça avec Michael, là, donc tout ce qui était les variables en Python, donc on peut les initialiser avec un égal. Tout ce qui est les types de variables, donc ce qui est des strings, des integers, des floats. Donc, ce qui est assez commun. Tout ce qui est les structures de données, donc des listes, des dictionnaires. Okay, donc, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, vous pouvez regarder ça à tête reposée. Là. En fait, c'est un notebook que j'avais fait pour une autre présentation. Donc, avec les exemples de Michael puis mes exemples, ça devrait vous aider. Puis, peut-être en passant, pour ceux qui, justement, débutent en programmation, c'est sûr que ça peut être on peut être submergé là, par plein d'informations puis se dire « Oh mon Dieu, c'est compliqué ». Mais honnêtement, c'est ça, comme Michael l'a dit, moi, j'ai été 5 ans en pharmacie. Puis je trouvais ça vraiment trop routinier. Puis, en fait, je trouvais ça un peu plate, pour être honnête. Là. Donc, c'est pour ça que j'étais allé faire un doctorat. Puis, j'avais jamais programmé avant de ma vie. Donc, c'est vraiment juste par intérêt personnel que je me suis mis à programmer. Puis là, ça fait peut-être 3 ans que je programme là, quotidiennement. Puis, je suis vraiment parti de zéro. J'avais pas de diplôme de génie logiciel, rien. Donc, si vous êtes prêt à mettre le temps et les heures, là, je veux dire, c'est accessible pour tout le monde là, de programmer. Donc, souvent, les gens ils voient ça comme si c'est gros, puis ça prend absolument un bac à l'université pour être capable là, de programmer. Vous êtes vraiment capable là, avec des petits tutoriels sur YouTube. Il y a beaucoup de documentation en ligne. Si vous êtes à l'université, allez dans les bibliothèques. Là, il y a plein de livres aussi qui peuvent vous aider à programmer. Là. Donc, avec toutes les ressources, vous devrez être en mesure là, finalement d'atteindre des niveaux de programmation quand même assez intéressants là, de façon autodidacte. Là. Il y avait aussi tout ce qui est les conditionnels. Ça, je pense que Michael a peut-être moins passé de temps dessus. Essentiellement, en fait, c'est un fondement de programmation qui est propre à tous les langages, là, peu importe là, que ce soit Python, Java, C, C++. Et en général, c'est toujours pas mal le même principe. C'est-à-dire qu'on utilise un mot-clé. Ici, en Python, c'est if. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut regarder, en fait, la condition. Donc, on veut savoir ici, est-ce que ma variable x est plus grande que ma variable y? Et si c'est le cas, en fait, on peut imprimer le résultat dans la console. Et ça, si vous vous demandez ici, c'est quoi cette syntaxe-là? -là, c'est ce qu'on appelle des f-strings en Python. Donc, ça nous permet de de générer du texte de façon dynamique. Donc, quand vous voyez un F, puis des guillemets, avec du texte inscrit ici, ça ici, c'est des strings qui ne changeront pas. Puis ça ici, la variable x va être générée de façon automatique à chaque fois qu'on va appeler le mot print. Donc, ce que le programme va faire, il va aller regarder c'est quoi ma valeur de x, puis il va l'insérer dans votre string. Donc, c'est comme ça ici qu'on peut avoir, là, c'est sûr que c'est un exemple trivial avec juste une variable, mais si vous avez une variable qui était dynamique, qui changeait, à chaque fois qu'on regarde les conditions, nos chiffres seraient actualisés ici. Donc, si on avait 7 et 10, mais si on changeait la variable par la suite, notre variable de x changerait aussi en même temps dans l'équation qu'on imprime. Donc, ça, je vais l'utiliser à quelques reprises dans le plugin. C'est vraiment très pratique là, justement pour initialiser des variables, aller chercher dans des dictionnaires avec des clés qui changent. Ensuite, en Python, on a le égal, qui veut dire si ma valeur de x est égale à y. Et enfin, on a le dernier mot-clé qui est un else, c'est-à-dire si j'ai pas rencontré ma condition dans le if ou dans mon elif, ben en fait, tu m'imprimes ce paramètre-là. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, si ta variable n'est pas plus grande ni égale, c'est ça, pas plus grande ou égale, elle est forcément plus petite. Donc, c'est pour ça qu'ici, on n'a pas besoin de spécifier la condition parce que c'est sous-entendu. Il y a les boucles. Ça, je pense que les boucles, ça, vous l'avez vu aussi. Donc, en fait, c'est si on veut itérer à travers soit un item, soit à travers ici la fonction range en Python, c'est pour générer des chiffres sans qu'on ait à les écrire. Donc, ici, range 10, ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour tous les chiffres entre 0 et 9. Pourquoi le 10 n'est pas inclus? Parce que ça, il faut faire attention. En Python, l'index, le premier index, finalement, c'est l'index 0. Ce n'est pas l'index 1. Donc, ici, on veut en fait itérer à travers 10 chiffres. Donc, le 10 chiffres, on commence à 0. Donc, c'est pour ça que le 10 n'est pas inclus. Et on peut aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut combiner justement notre boucle avec des conditionnels. Donc, à l'intérieur de notre boucle, on peut vérifier justement est-ce que notre x est plus grand ou égal à notre valeur de y. Et c'est là ici, quand je vous disais que nos variables peuvent s'actualiser. Donc, comme vous pouvez voir ici, mon x va changer à chaque itération de boucle parce qu'on passe de 0 à 5.
Donc, là, on va regarder est-ce que 0, 0 par rapport à y, est-ce que c'est plus grand? Donc, évidemment, 0, 1, 2 sont plus petits que 3. Donc, ça, c'est pour nos 3 premières itérations de boucle. Quand on arrive à 3, cette itération-là est égale à y. Et finalement, quand on dépasse 3, on est plus grand que 3. Donc, on est plus grand que y. Et un des éléments qui est propre à Python, si vous venez d'un autre langage de programmation, à ma connaissance, il y a ça nulle part ailleurs, c'est ce qu'on appelle des list comprehension. Donc, c'est sûr que si on veut, par exemple, stocker de l'information dans une liste, on peut utiliser une loop traditionnelle, OK? Sauf que c'est quand même long parce qu'il faut initialiser pour commencer une liste vide dans laquelle on va y ajouter nos chiffres qui rencontrent notre condition. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir tous les chiffres qui sont pairs entre 0 et 9. Okay? Ça ici, le petit symbole ici, on appelle ça un modulo. C'est pour savoir c'est quoi le reminder. Donc, dans le fond, les décimales qui restent une fois qu'on a divisé. Donc, 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc, le restant est 0. Par contre, si vous prenez 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc, le restant est 5. Donc, c'est pour ça qu'en général, si on veut regarder si quelque chose est pair ou impair, en programmation, on utilise le langage modulo. Et si, en fait, ça finit par 0, quand c'est divisé par 2, c'est forcément pair. Sinon, c'est impair. Et une fois qu'on a vérifié cette condition-là pour notre valeur de x, qui était de 0 à 9, on peut le rajouter à notre liste. Donc, quand vous voyez append en Python, c'est parce qu'on veut rajouter à une liste. Et si vous voyez le résultat de ça ici, si on l'imprime pour notre for loop, on a 0, 2, 4, 6, 8 qui sortait comme chiffre pair. Donc, ça, c'est ce qu'on s'attend. Mais en Python, on peut faire ça en une ligne, okay, qui est beaucoup plus clair. Et ce qui est une list comprehension. Donc, en fait, ce que ça retourne, une list comprehension, c'est une liste. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, il faut mettre ça entre crochets. Et à l'intérieur de notre liste, la syntaxe est toujours la même. Le premier élément, c'est ce qui va être retourné par notre boucle, donc le x ici. Et on utilise le for comme si c'était une loop. Donc, for x in range this. Donc, ce bout-là ici, c'est exactement le même bout que ça ici, qu'on vient mettre à l'intérieur. Et on peut y rajouter ensuite la troisième portion, c'est une conditionnelle. Donc, notre conditionnel qui est ici, on l'a mis à la fin de notre list comprehension. Okay. Et ce que ça fait, c'est que ça va nous retourner la valeur de x ici, si x est divisé par 2, en fait. Et comme vous pouvez voir, cette syntaxe-là, en une ligne, est exactement retourne le même résultat que sur 4 lignes ici. Donc, ça, je prends le temps de vous le montrer parce qu'en fait, premièrement, c'est ce qu'on appelle une syntaxe pythonique. Donc, si vous travaillez avec des collègues qui sont en Python, en général, on s'attend à avoir ce syntaxe-là versus une boucle. C'est aussi beaucoup plus rapide à processer pour votre ordinateur. Et c'est plus lisible, justement, vu qu'il y a moins d'indentation, parce qu'un des problèmes, un des features de Python, c'est vraiment l'indentation. Donc, si vous avez plusieurs conditions, vous avez plusieurs boucles, finalement, l'indentation fait que ça peut être difficile à suivre. Donc, quand on est capable d'écrire ça sur une ligne, c'est plus clair, en fait, comme code. Et peut-être aussi, petite mise en garde, là, parce que comme tout programmeur qui commence, j'ai passé par là moi aussi, c'est-à-dire qu'on utilise des for loops pour tout ce qu'on fait. Mais à un certain point, si vous avez beaucoup de calculs à faire, les boucles, là, des book for comme ça, puis même des list comprehension, c'est probablement un des éléments les plus lents en programmation. Puis souvent, c'est ce qui va faire que votre programme va être très, très lent. Donc, une fois que vous avez bien maîtrisé les concepts, là, regardez toujours s'il n'y a pas des librairies avancées. Je crois que Michael vous en a présenté quelques-unes, là, comme NumPy puis Panda. Ça, c'est extrêmement puissant comme librairie, puis on peut vectoriser des opérations. Donc, je ne vais vraiment pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour vous dire qu'une fois que vous avez bien maîtrisé ça, regardez, il y a des éléments qui sont beaucoup plus efficaces que des boucles là, pour des programmes qui sont plus substantiels que les petits exemples que je vous montre ici. Et justement, un des éléments qui peut nous aider des fois à éviter des boucles, c'est d'utiliser des fonctions. Donc, ça aussi, je crois que vous l'avez vu rapidement. Je vais quand même y revenir parce que c'est quand même vraiment central. Là, tout ce qui est fonctions puis classes, quand vous faites des scripts là, qui sont un peu plus élaborés comme un plugin, vous n'avez vraiment pas le choix de les utiliser. Sinon, votre plugin va être extrêmement long puis impossible à maintenir et à débugger. Donc, en fait, je ferai un petit exemple ici là, pour une fonction, comment on calcule des taxes. Donc, si on calcule des taxes, en fait, c'est un calcul qui est très répétitif. Donc, plutôt que toujours utiliser, en fait, copier-coller cette fonction-là,
ce petit calcul-là ici, on utilise une fonction où est-ce qu'on peut mettre le coût de ce qu'on achète et les taux provincial et fédéral, ce qui va nous retourner notre coût. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de toujours écrire les valeurs. Quand vous voyez en Python des variables qui sont initialisées en lettres majuscules, ça veut dire que c'est des constantes. Donc, c'est des éléments qui ne changent pas dans votre programme. Puis ça aussi, ça peut être, c'est vraiment une bonne pratique quand vous avez des constantes comme ça parce que ça permet de dire aux autres programmeurs, ça, c'est une constante. Donc, ça, la valeur ne changera pas. Et bon, plutôt que de toujours réécrire la formule, tout ce qu'on a à faire, on peut juste appeler notre fonction ici en y passant les paramètres. Donc, le premier paramètre, c'était le coût, donc disons 50 $, le taux fédéral, le taux provincial. Et comme vous pouvez voir ici, je ne les ai pas réécrits, j'ai vraiment réécrit la variable. Puis un des éléments qui est très puissant avec ça, c'est que premièrement, si les taux changent, OK, disons que vous aviez à calculer 100 items, puis vous avez mis le taux provincial à la main. Bien, imaginez si dans un an, le taux provincial change, il faudrait que vous changiez 100 fois la valeur ici. Puis souvent, vous ne pouvez pas juste faire un CTRL F parce que vous ne savez pas finalement si votre valeur était-tu dans une fonction, était-tu ailleurs. Alors que si vous utilisez une variable principale, puis quand même que vous calculiez 1000 items, si vous avez toujours référé à cette variable-là, tout ce que vous avez à faire, c'est changer le nombre ici et ça permet en fait de changer votre programme au complet en une ligne. Donc, c'est pour ça aussi une des puissances des fonctions, parce que si vous aviez copié-collé ça ici avec les chiffres, puis c'est partout dans votre programme, oui, ça fonctionne, mais il faut toujours penser à long terme. Est-ce que ça va être facile à maintenir ou pas? Ça, c'est un autre paire de manches. Donc, en programmant comme ça, je dirais que c'est des conventions, puis en fait, ça vous sauve vraiment beaucoup de temps. Là. Puis même quand c'est juste pour vous, là, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'éléments à programmer. Puis souvent, j'ai testé beaucoup d'hypothèses qui se sont malheureusement avérées presque toutes négatives. Donc, il a vraiment fallu que je change beaucoup de code initialement pour mes besoins. Donc, en utilisant des fonctions, en utilisant des constantes comme ça m'a vraiment sauvé beaucoup de temps là, plutôt que d'écrire tout le temps au long ce que j'avais besoin. Là. Et dans les fonctions, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous rappeler en fait dans l'ordre les paramètres. Vous pouvez aussi juste les spécifier. Donc, en fait, vous voyez ici, il y a cost, fedrate, provrate. Donc, vous pouvez appeler ici, donc fedrate égale. Donc, ça veut dire que je veux que le paramètre qui était dans cette fonction-là ici va être égal à celui-là. Donc, comme vous pouvez voir, ils ne sont pas dans le même ordre et pourtant ma fonction va fonctionner quand même parce que je les ai spécifiés ici. Donc, il y a toujours deux façons de procéder. Soit que vous utilisez le mot-clé, en fait, de votre paramètre pour y passer vos valeurs, ou vous y allez dans l'ordre. Et on va voir aussi un peu plus loin dans le plugin, vous pouvez avoir aussi des paramètres qui sont optionnels. Là. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer toujours en fait, tous les paramètres dans votre fonction. Et donc, oui, et aussi, je faisais juste montrer, là, si vous vouliez arrondir, en fait, il y a une possibilité d'arrondir avec round en Python. Donc, évidemment, un item qui coûte 12 et 63, 57, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on peut juste arrondir à la décimale. Ça aussi, ça peut être pratique là, quand vous retournez des calculs. Donc, ça, c'est un peu les bases des fonctions, pourquoi on veut utiliser ça. Et là, l'autre étape d'après, et ça, je le sais, encore là, pour ceux qui n'ont jamais programmé, je pense que c'est à peu près un 40% d'entre vous, là, ce que je vous dis là, c'est vraiment, c'est long avant de vraiment tout bien intégrer ça. Là. Rassurez-vous, moi, quand j'ai commencé à lire là, sur Python, je n'ai pas tout intégré ça du premier coup. Là. Il a fallu que je le relise plusieurs fois, que je travaille aussi. Puis là, c'est sûr que c'est un peu. On a juste 3 heures, fait que je ne peux pas trop vous laisser expérimenter par vous-même. Mais expérimenter par la suite avec vous-même. Vous pouvez copier mon notebook, changer les paramètres, voir un peu comment ça fonctionne. Puis c'est vraiment à force d'en faire là, que ça va venir. Donc, découragez-vous pas si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis ou si ce n'est pas intuitif pour vous. C'est vraiment normal là, que si c'est une première fois que vous voyez tout ça, ça soit beaucoup là, à absorber. Là. Le dernier élément, justement, c'est quand même assez essentiel encore là quand vous faites des gros, ou même juste pour un petit plugin, c'est vraiment d'utiliser des classes. Okay? Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un paradigme de orienté objet. Donc, quand on crée une classe, on crée un objet qui a des propriétés qui lui sont propres. Donc, ici, j'ai créé 2 objets, donc l'objet chat et chien. Puis là, quand je parle objet, je parle vraiment objet Python. Là, je ne suis pas en train de dire qu'un chat et un chien, c'est des objets. Mais en général, une classe va fonctionner. Vous allez avoir ce qu'on appelle le init. Donc, en Python, il y a ici, vous voyez, c'est des double underscore. Donc, ça, on appelle ça un dunder. OK?
Okay? Souvent, c'est pour accéder à des initialisations ou à d'autres paramètres là, qui sont prédéfinis. Et ici, en fait, ce que ça nous dit, c'est que notre classe chat va toujours avoir un nom. Okay? Donc, quand on va initialiser notre classe, il va falloir y passer un nom. Et quand vous voyez le self en Python, ça veut juste dire que ça fait référence à la classe. Okay? Donc, à chaque fois qu'on va initialiser la classe chat, on va lui donner un nom à ce chat-là. Et en fait, quand vous voyez le self, c'est que le nom va être stocké, si vous voulez, dans la classe et on va pouvoir y accéder par la suite. Et on peut leur donner ce qu'on appelle des méthodes. Donc, c'est quoi la différence entre une méthode et une fonction en Python? C'est qu'une fonction, c'est une fonction qui traîne, qui fait ses petits trucs par elle-même. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'était vraiment des fonctions. Alors qu'ici, c'est une méthode parce que ma fonction est à l'intérieur d'une classe. Donc, quand on a une méthode, il faut toujours l'initialiser avec le mot self entre parenthèses pour dire que cette méthode-là appartient à notre classe chat. Et ici, dans cette méthode-là, je le fais jouer. Donc, je fais jouer notre chat, il joue à la cachette. Donc, ça, c'est notre première classe chat. Et la classe chien qui est similaire. Donc, encore là, on va donner un nom à notre chien. Et dans la méthode, j'ai mis juste une conditionnelle. Ben oui, une conditionnelle avec un paramètre qui est optionnel. Donc, on peut avoir un ami qui joue avec notre chien. OK? Donc, ici, le paramètre que je mets dans la méthode, je l'initialise à que le chien va jouer tout seul. OK? Donc, c'est pour ça qu'on met égal none. Donc, si quand on va évaluer notre méthode, on n'a pas passé de paramètre à cette méthode-là, ce que ça va nous retourner, c'est que le chien va jouer tout seul. Par contre, si on lui passe un ami, ben, le chien, il va jouer avec son ami. Okay? Donc, c'est vraiment une logique très, très simple. Et ici, en fait, ouais, peut-être juste une mini parenthèse. Là, si vous voulez justement décrire qu'est-ce que vos classes font, c'est toujours bon de mettre ce qu'on appelle de la docstring. Donc, c'est en triple quotes. Puis vous mettez votre texte ici, en fait, pour vous expliquer qu'est-ce que votre classe fait. Vous pouvez faire la même chose avec vos méthodes. Puis ensuite, vous pouvez imprimer pour les utilisateurs. Là. Puis souvent, si vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'une classe fait en Python, là, souvent, il y a de la doc. Donc, vous avez juste à appeler votre classe, point, encore là, ça c'est le Dunder, doc Dunder, et ça va vous imprimer, en fait, la documentation dans votre console. Donc, ça peut être une bonne façon d'interagir avec vos utilisateurs ou les autres programmeurs qui vont passer en arrière de vous pour comprendre qu'est-ce que fait votre projet. Et juste pour terminer avec les classes, donc vous voyez, j'ai initialisé en fait 3 objets Python. Donc le premier, j'ai un chat qui s'appelle Luna, un chien qui s'appelle Skylab et le dernier qui s'appelle Rosetta. Et on va les faire jouer tous les 3. Donc le premier chat joue. Donc ce qu'on fait quand on appelle dans le fond, une méthode, il faut appeler notre méthode sur un objet qu'on a créé. Donc ici, on a initialisé notre objet qui est le premier chat. Comme vous voyez, j'ai appelé ma classe chat et j'ai donné un nom. Okay. Donc, même chose ici pour le chien 1, chien 2. Donc, on les a initialisés avec la classe chien et on leur a donné un nom. Et quand j'ai fait jouer le dernier chien, je l'ai fait jouer avec un ami. Donc, ce que ça nous donne dans la console, quand on imprime ça, en fait, donc on peut voir que le chat, il joue à cache-cache, Skylab, il joue à fetch et Rosetta joue à fetch avec son ami. Donc, c'est un peu comment ça fonctionne là, pour appeler, en fait, autant des méthodes que appeler des classes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès, en fait, aux propriétés de votre classe. Donc, ici, si je veux savoir c'est quoi le nom du chien 1, bien, vous avez juste à faire votre objet .dogname. Donc, ça, le dogname, c'est tiré de notre self ici. OK, dogname. Donc, comme je disais, on peut stocker ça dans votre classe. Donc, ça, on peut le ramener. Donc, ici, c'est pour ça que j'ai pris le nom des 3 animaux qui sont en train de dormir après avoir joué. Donc, c'est un exemple un peu simple. Et évidemment, ça, c'est ce que je vous dirais, c'est la pointe de l'iceberg pour les classes. Là. Il y a 1 million de trucs qu'on peut faire avec des classes. J'essaie de garder ça le plus simple possible. Puis dans le plugin, je n'ai pas été trop wild non plus. Là. Mais on peut avoir des classes qui vont hériter d'autres classes. On peut les imbriquer les unes dans les autres. On peut modifier des classes déjà existantes. Il y a vraiment, c'est très, très puissant. Évidemment, il faut faire un peu attention aussi. Là. Des fois, c'est facile de tout vouloir mettre dans des classes, mais les classes ne sont pas toujours pertinentes. Donc, en général,
pourquoi on veut initialiser une classe, c'est si on veut réutiliser notre objet plusieurs fois. Donc, c'est sûr que si on a une histoire avec nos chats et nos chiens, puis on passe notre temps finalement à utiliser, parce que là, j'ai juste mis une méthode, là, mais si j'ai 4-5 méthodes qui s'appliquent à mes chats puis à mes chiens, ben, je ne veux pas écrire des fonctions à chaque fois, puis après ça, passer des paramètres, puis ça serait trop long. Donc, en général, un peu la règle du pouce, si vous voulez, vous allez créer des classes si vous réutilisez plus qu'une fois votre objet que vous avez initialisé. Donc, c'est un peu ça les pratiques de bonne programmation. Donc, ça, c'est les bases. En fait, encore là, s'il y a des éléments que vous n'avez pas tous suivis, inquiétez-vous pas, parce que je reviens. En fait, la raison pour laquelle j'ai pris le temps de voir ça avec vous là, c'est que je vais y revenir à plusieurs reprises dans le plugin. Donc, probablement que ça va, à force de le répéter puis avoir différents exemples dans différents contextes, ça va vous aider à comprendre. Puis, comme on a dit, en fait, tout est enregistré, vous avez accès au notebook. Donc, vous allez pouvoir regarder ça aussi à tête reposée par la suite. Là. Donc, peut-être avant qu'on passe directement dans le plugin, dans le code, est-ce qu'il y a des questions là, pour cette portion-là ou ça allait pour tout le monde? Je pense que ça doit être bon, Michael. Voulais-tu rajouter quelque chose ou c'était. Ah, oui. J'ai vu, Michael, tu avais levé la main, mais je ne sais pas si c'était parce que tu l'as interrogé ou c'était. J'ai appuyé sans faire exprès. Ah, OK. Juste peut-être, je ne sais pas si tu peux agrandir, peut-être pas d'autres choses sur ton navigateur, mais c'est écrit très je commence à être vieux. J'ai juste joint le meeting et je suis en train de regarder directement sur Teams, je pense que c'est mieux. Mais sur ton navigateur, tu peux faire CTRL+ pour faire un zoom plus, peut-être quand c'est du texte. Le navigateur est très petit sur notre écran ici. OK, c'est bon. Mais je pense que tu n'as plus de présentation sur les navigateurs. Là. Non, effectivement. Après ça, je vais passer dans l'éditeur de texte. Puis vous me direz si c'est assez gros. Là, parce que moi, en fait, c'est ça, j'ai Teams devant moi, puis c'était clair, mais effectivement, que j'imagine que sur le grand écran, c'est peut-être pas clair. Okay. C'était pas. OK, parfait. Donc, on va mettre ça de côté. OK, oui, peut-être juste. En fait, juste peut-être un petit avertissement, parce que Google Earth Engine, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des objets Google Earth Engine qu'on va manipuler. Et, Michael, peux-tu juste fermer le micro parce que je m'entends en double quand je parle? Je pense que c'est pas une personne qui se met trop. Je te permets, je ne sais pas s'il y a une personne qui a ouvert son Teams avec le micro. S'expliquer à l'écoute. Ah, OK. Oui. OK, là, ça va. C'est bon, merci. Donc, dans le fond, oui, c'est ce que vous allez voir. Dans le plugin, en fait, il y a une particularité quand on travaille avec Google Earth Engine, c'est qu'on va manipuler des objets Google Earth Engine, puis on va manipuler des objets Python. OK? Donc, comme je vous ai montré avec les classes, là, on manipule des objets. Et il faut vraiment faire attention parce que c'est très mélangeant quand on commence à travailler avec ça. Puis même moi, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il faut toujours réfléchir, est-ce que j'ai un objet Google Earth Engine ou j'ai un objet Python que je suis en train de manipuler parce que ce n'est pas les mêmes méthodes qu'on peut appliquer. Puis il y a des méthodes, en fait, puis ça a été vraiment long avant que, parce que ce n'est pas super clair, là. Notamment, on va voir, là, dans Google Earth Engine, il y a une méthode qui s'appelle map qui me permet d'itérer à travers dans le fond, de faire des fonctions pour itérer à travers des collections d'images. Et ça, on ne peut pas rapatrier des objets Python à l'intérieur d'une fonction map. OK? Donc, ça peut devenir un casse-tête assez rapidement. Là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans le plugin, c'est peut-être pas. Si c'était un projet qui était 100% Pythonique, je dirais que c'est peut-être pas le meilleur design de plugin d'un point de vue Python, mais considérant qu'on travaille avec Google Earth Engine, des fois, il y a des compromis à faire. Donc, encore là, ce n'est pas une clinique de design parfait là, de plugin Python. C'est plus. En fait, c'est pour vous montrer comment vous pouvez intégrer l'API de Google Earth Engine, mais je vais vous pointer là, les endroits qui sont peut-être un peu sous-optimales dans le plugin là, pour vous diriger un peu. Et je vous conseille très fortement là, de regarder les meilleures pratiques puis le debugging parce que Google Earth Engine, ils ont beaucoup de particularités qui ne sont peut-être pas super intuitives. Là. Ils ont vraiment des éléments qui sont propres à eux. Notamment juste pour comment calculer, on va y revenir, là, mais juste calculer les superficies dans Google Earth Engine, c'est vraiment pas là, comme dans un site traditionnel. Eux, ils ont leur propre façon de
calculer ça. Donc, quand on n'est pas au courant de ça, des fois, ça peut mener à des erreurs. Et oui, vous allez voir beaucoup d'exemples parce que Google Earth Engine, essentiellement, c'est en JavaScript. Donc, ici, je vous ai mis un petit lien. Là, ils ont quand même fait un guide de correspondance entre comment appeler des fonctions en JavaScript et en Python parce qu'il y a des petites subtilités au niveau de la syntaxe. Donc, ça aussi, ça peut aider à accélérer le développement. Donc, il faudrait aller regarder ça. Et oui, il y a de la documentation, en fait, justement, parce que comment j'ai travaillé pour créer un plugin, honnêtement, il faut aller voir dans la documentation. Là, il n'y a pas de secret. Là, je veux dire, 75% de mon temps de développement, c'est de regarder sur Stack Overflow dans la documentation. Là. On ne sort vraiment pas ça de notre tête là, quand on programme. Donc, j'invite fortement à aller vérifier la documentation quand vous avez des besoins particuliers. C'est vraiment l'endroit pour le faire. Donc, on va regarder en fait ici avec QGIS. Donc, peut-être avant, est-ce que tout le monde a... On va revenir ici. Est-ce que tout le monde avait téléchargé... Là, je vais grossir. Ah, c'est parce que je peux... OK. OK, ici, dans l'école d'été, OK, est-ce que tout le monde avait téléchargé les données pour l'après-midi? Vous devriez avoir... Bon, vous aviez la petite présentation que je vous ai montrée. Donc, vous allez avoir les liens là, qui sont disponibles dedans. Il y a un plugin qui est zippé. Donc, il faudrait télécharger le plugin zippé à un endroit que vous allez le retrouver dans l'ordinateur. Ceci étant dit, dézippez-le pas, okay? Parce qu'on va l'installer zippé dans QGIS. Donc, gardez-le zippé. Et j'ai un GeoPackage d'air de diffusion agrégé juste pour la région de Québec. Donc, pour que tout le monde ait des polygones là, qui s'extraient bien sur Google Earth Engine à portée de main. Donc, je vous inviterai à télécharger ces deux éléments-là. Ça ne devrait pas être tellement long. Et ensuite, on va regarder... je vais vous laisser peut-être une petite minute là, pour télécharger ça. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous pouvez juste ouvrir votre GeoPackage. Puis, il y a deux couches. Là. Il y a Québec puis Lévis que vous pouvez charger là, dans QGIS. Puis, par la suite, pour le plugin, pour l'installer, ce qu'on va vouloir faire, on va... en fait, je pense que je vais vous faire installer les trois autres plugins avant. Là. Donc, pour installer des plugins dans QGIS, vous allez dans Plugins. C'est la première option ici, Manage and Install Plugins. Ça devrait vous ouvrir une fenêtre comme ça ici. Allez dans All, okay, parce que des fois, par défaut, c'est ce qui est installé. Là, donc, vraiment, allez dans All. Et le premier plugin qu'on va vouloir installer, c'est le Plugin Builder. Donc, cherchez pour le Plugin Builder. Donc, l'intérêt de ce plugin-là, c'est que plutôt que d'avoir à... Parce qu'il y a un template, en fait, qu'on doit produire pour créer des plugins. Et c'est long et très répétitif. Donc, une âme charitable qui a automatisé le processus pour nous pour que le plugin soit déjà préconstruit, en fait, et qu'on a juste à y rajouter notre code. Donc, ça, c'est très, très utile. Donc, je vous invite à l'installer. Ça ne devrait pas être tellement long une fois que vous cliquez dessus. Ce n'est pas un très gros plugin. Le deuxième plugin qui est important, c'est le plugin Reloader. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est que, et ça, des fois, ça peut être une source de confusion. Il faut toujours y penser. Quand vous modifiez votre plugin en temps réel, QGIS, lui, il va charger juste une fois votre plugin, c'est quand vous le lancez. Donc, si vous changez du code en même temps que QGIS est ouvert, puis vous relancez votre plugin, QGIS ne va pas le recharger. Vous allez être pris avec votre ancien plugin. Donc, plutôt que d'ouvrir et de fermer QGIS à chaque fois, ce qui peut être très long, on utilise le plugin Reloader qui nous permet de relancer notre plugin dans le fond rapidement pour qu'à chaque fois qu'on fait des changements, là, il faut y réfléchir, mais on clique sur Reloader le plugin, puis ça nous permet en fait de voir nos changements en temps réel sans toujours repartir QGIS. Donc, ça aussi, ça sauve beaucoup de mots de tête quand on développe des plugins.
Et le dernier plugin à installer, c'est celui de Google Earth Engine. Donc, c'est vraiment celui-là ici, le Google Earth Engine avec le petit symbole. Donc, ça, on en a vraiment besoin pour justement être capable de se connecter et de s'authentifier, puis d'utiliser en fait l'API de Google Earth Engine à l'intérieur de Python. La seule chose, c'est que cette API-là est quand même assez limitée. Notamment, il y a plusieurs fonctionnalités que vous ne pourriez pas, de base, avec ce plugin-là, vous ne pouvez pas prendre justement un shapefile ou un polygone, peu importe, envoyer l'information à Google Earth Engine, puis qui vous retourne des informations. Ça, il va falloir qu'on le programme nous-mêmes dans notre plugin. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google Earth Engine comprend juste les objets Google Earth Engine. Tu ne peux pas lui envoyer d'autres objets. Fait qu'un objet Python, un objet QGIS, lui, il ne comprend pas ça. Donc, un des objectifs de notre plugin, justement, ça va être de faire cette conversion-là. Donc, à chaque fois qu'on veut envoyer un objet vers Google Earth Engine, il faut le transformer en objet Google Earth Engine. Puis à chaque fois qu'on va rapatrier des informations de Google Earth Engine, il va falloir le transformer soit en objet QGIS ou en objet Python. Donc ça, mais c'est quand même une très bonne base. Puis on va voir aussi, c'est quand même assez complexe, là, dans le fond, ce plugin-là, parce qu'il est initialisé différemment si on est sur Windows, Mac ou Linux. Donc ça, on va voir un peu plus tard là, comment on peut gérer ça. Donc ça, c'est les 3 plugins qui sont essentiels. Est-ce qu'il y a des gens en ce moment qui ont de la difficulté avec le processus d'installer ces 3 plugins-là ou ça allait bien pour tout le monde? C'est OK. C'est bon? OK. Donc là, pour le plugin, en fait, quand vous avez des plugins qui sont personnalisés, qui ne sont pas dans le repository officiel de QGIS, vous pouvez les installer des fichiers zip. Et ça, faites attention, là, OK? Installez jamais des fichiers zip comme ça que vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, s'il y a quelqu'un qui laisse un plugin là, sur un forum puis dit utilisez ça, inspectez le code avant là, parce que les gens pourraient mettre n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien qu'ils vous disent ici de faire attention parce que si une fois que vous lancez du code en ne sachant pas la source, là, ils peuvent faire pas mal n'importe quoi avec votre ordinateur. Donc, toujours faire très, très attention avant d'installer ça. Là, de toute façon, on va inspecter le code ensemble. Donc, vous pouvez me faire confiance. Tout le code là, est 100% legit. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller chercher ça avec les 3 petits points. Puis, vous allez aller chercher, en fait, le fichier qui est zippé. Bon, moi, je l'avais mis, peu importe, là, mais en fait, allez chercher le fichier zippé que vous venez de télécharger. Puis ensuite, vous allez faire Install Plugin. Ça devrait s'installer quand même assez rapidement. Et ça se peut peut-être que si c'est la première fois que vous lancez le plugin, je ne me rappelle plus si c'était à cette étape-ci ou à l'autre, qui vous disent que vous n'êtes pas authentifié là, sur Google Earth Engine parce que vous avez besoin d'utiliser Google Earth Engine. Je ne sais pas si c'était quand on l'installait ou quand on le lançait, mais ça, habituellement, pour s'authentifier, vous avez juste à suivre l'hyperlien qui va vous amener à une fenêtre de votre navigateur, puis il faut juste que vous vous authentifiez avec votre compte Google Earth Engine. Donc, est-ce que pour l'installation du plugin, ça aussi, ça a fonctionné pour tout le monde? Ça vous a dit plugin installé avec succès? Ouais, ça fonctionne? OK. Est-ce que c'est mieux de drag and drop dans la fenêtre? Vous pouvez, si vous l'avez, puis ça fonctionne. Honnêtement, ça, je n'avais pas testé cette. Je ne sais même pas s'il y a ça, mais si vous êtes capable de le drag and drop, vous pouvez le faire, oui. Fait que c'était bon pour tout le monde, on peut passer à l'autre étape. C'est bon. Okay. Fait qu'arrêtez-moi là, si jamais ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous êtes vraiment en train de suivre? Ou bien c'est juste quelques heures? Pardon, je ne comprends pas bien. Je demandais s'ils sont vraiment en train de suivre là. Non, on suit.
OK, OK. J'ai une erreur au niveau de Python. J'ai une erreur au niveau Posez de... vos questions. Pardon? Il faut poser les questions, oui. Non, non, ouais, c'est par rapport à... J'ai une erreur au niveau de mon Python. OK. Qu'est-ce que ça dit? Python, erreur, puis... Je sais pas. Parce que est-ce que c'est QGIS 3.22 ou 3.26 ou la dernière version de QGIS? Il faut, Nicolas, il faut forcément avoir la version 3.22 ou la version antérieure, ça doit pouvoir marcher. Ou ça doit marcher. Mais c'est pas la partie. Moi, j'ai Mais Ça va marcher? vraiment, moi, c'est vraiment il a dit que je pense dans la présentation. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai la même part. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, donc Jean-Nicolas, c'est juste un étudiant, un apprenant, qui a l'erreur de import la II, de Google Earth Engine. Ah, OK, c'est curieux. Moi, j'avais le même problème. On a fait le test ensemble. Là. J'avais utilisé une vieille version de QGIS, puis c'est peut-être le problème avec une ancienne version de QGIS. OK. Parce que, en fait, ça, on va le voir, là, parce que c'est un problème, effectivement, parce que, en fait, comment je l'avais réglé, c'était avec des clauses try except pour que le Google Earth Engine ne se charge pas, en fait, si, justement, il n'est pas trouvé. Puis, c'est qu'une fois qu'on l'a lancé, parce que quand toi, Michael, tu l'avais testé, après ça, tu faisais import, justement, tu t'étais authentifié, puis le plugin ne fonctionnait pas. C'est parce que le plugin n'avait pas été rechargé. Fait qu'à quelque part dans le code, je fais recharger, en fait, le plugin à chaque fois qu'on le part pour être sûr que là, il va prendre la librairie Google Earth Engine, parce qu'un des problèmes que j'avais, c'est que si j'initialisais Google Earth Engine à l'intérieur du plugin, avant qu'il s'initialise dans la séquence, là, ça me faisait un import circulaire, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, en fait, mais c'est curieux. Mais juste par curiosité, c'est quoi la version de QGIS qu'il y a? 3.16. 3.16? OK. Je pense que ça devrait fonctionner. Moi, ça me dit que ça devrait fonctionner à partir de 3.8. J'avais mis 3.22 parce que je ne l'avais pas testé sur d'autres versions, là, mais le Google Earth Engine devrait marcher à partir de 3.8 si je regarde. Puis, je n'avais pas utilisé de fonction Python avancée là, de 3.9, 3.10, fait que ça devrait fonctionner. Est-ce qu'il y en a pour qui ça fonctionne ou c'est pour tout le monde, ça l'a planté à l'importation de Google Earth Engine? J'ai trouvé l'erreur, Jean-Nicolas, c'est que Oui. installer le plugin de Google Earth Engine qui n'a pas été installé. OK, il ne l'avait pas installé au préalable? Il faut vraiment installer les 3 packages de Google Earth Engine, le Builder et le Worlder, pour installer le 4e. Quand je suis en train de import le site, c'est juste en train d'ouvrir le fichier sans rien faire. Je ne sais pas si je fais quelque chose de mal. Il faut vraiment que le fichier soit zippé. Hein? Il ne faut pas le dézipper avant de l'importer. Il faut que le format soit zippé. C'est ça le dossier, ok. Si je peux le faire, ça ouvre le dossier. Ah, ok, je comprends. À moins que je dois aller mettre quelque part d'autre. Non. Les notes sont claires en note.
Non, c'est juste que quand je suis en train d'importer. Jean-Nicolas, toi, tu travailles avec Mac des fois? Non, mais habituellement, c'est comme un système Linux. Là, fait que ça devrait être similaire, je présume. Elle sélectionne son zip, elle ouvre le zip comme si elle voulait le décompresser en fait. Elle ne peut pas le sélectionner, puis. Ah, ok. Ok, je comprends. Attends. Bon, je sais pas quel. Check in the OK, puis en fait, il y avait quelqu'un qui m'a demandé si le drag and drop, ça fonctionne. Là, je viens de l'essayer, là, ça devrait fonctionner. Fait que si elle prend son... là, moi, je suis sur Linux. Là. Si elle prend justement le zip puis elle fait juste le drag and drop comme ça ne fonctionne pas non plus. Mac veut absolument être dézippé. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Le problème du Mac, oui. OK. Ça a marché. Donc, en fait, ça, vous voyez, quand je disais que c'était un plugin pour usage personnel, là, ça, c'est le genre de truc qu'avant de mettre ça sur le repo de QGIS, il faudrait faire du débogage extensif, l'essayer dans plusieurs environnements, etc. Toutes des choses que j'ai pas eu le temps de faire avant de monter le truc. Parce que moi, habituellement, je programme juste sous Linux. Habituellement, honnêtement, si vous êtes capable d'apprendre Linux, ça va vous sauver vraiment beaucoup de problèmes. Là. En général, c'est pas mal plus simple que tout ce qui est Windows et Mac. Mais sinon, oui, il faut faire avec, là, vu que Windows est vraiment partout. Là. Mais bon, en théorie, QGIS, au moins, ça, c'est un environnement qui est l'environnement Python. Là, quand vous installez QGIS, il installe son propre environnement Python. Donc, des fois, ça peut au moins ça peut éviter certaines erreurs. Et ça fait que quand on utilise des plugins, justement, qui ont été développés sur un autre système d'exploitation, en théorie, ça devrait marcher dans tous les QGIS. Là. Mais des fois, oui, il y a des petits éléments comme ça d'importation ou autre qu'on ne pense pas là, sur les systèmes d'opération. OK. Donc, est-ce que ça fonctionnait pour tout le monde? Même pour la personne là, qui avait une erreur d'importation avec Google Earth Engine, est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Ouais. Oui, c'est bon? OK. De toute façon, si c'est installé, il ne veut juste pas se lancer, ça, c'est pas grave parce qu'on peut justement, vous pourrez essayer de le. Ici, là, vous avez la petite flèche ici qui est le plugin reloader. Là. Des fois, juste d'essayer de relancer le plugin. Si c'est installé, vous le relancez, là, ça devrait fonctionner. C'est juste curieux parce que j'avais mis une clause dans, vous allez voir là, dans la programmation qui était censée faire ça tout seul sans qu'on pèse dessus, mais ça se peut là, que je n'ai pas attrapé tous les cas de figure non plus. Là. Puis, une chose aussi qui peut être intéressant, c'est toujours d'avoir votre console Python d'ouvert. Donc, ici, c'est le petit symbole, là, le symbole Python avec le bec de canard, là, si vous voulez.
Ça va vous permettre là, de voir ce qui est logué dans la console. Donc, quand vous faites des prints dans votre plugin ou si vous voulez retourner des messages, c'est un bon endroit là, pour retourner de l'information. Donc, si tout le monde a été capable de l'installer, on va pouvoir aller voir le code. Première chose, si vous n'avez pas un bon IDE genre PyCharm, VS Code ou peu importe, moi, je vous suggère, parce que là, dans le fond, vous n'aurez pas vraiment à coder. C'est sûr que Notepad++, ce n'est pas vraiment un IDE, mais c'est beaucoup mieux que si vous prenez juste Notepad de Word, parce qu'au moins, ça va indenter votre code aux bons endroits et ça va aussi permettre de mettre en couleur le code. Donc, c'est plus facile à lire. Donc, si vous n'avez aucun IDE, plutôt que d'ouvrir ça dans le Notepad standard là, de Windows ou même Mac ou peu importe, allez sur Notepad+, là, tapez ça dans Google, puis téléchargez en fait la version de Notepad. Si vous avez PyCharm et autres, ça, il n'y a pas de problème. Là, utilisez ça pour inspecter le code qu'on va regarder ensemble. Là. Donc, je peux peut-être vous laisser un petit 30 secondes pour installer ça, pour vous permettre de bien suivre si vous n'avez rien. Et par la suite, pour les autres, ici, c'est le chemin, en fait, pour aller voir les fichiers, parce que là, on vient d'installer le plugin. Okay? Donc, en général, si vous n'avez pas touché aux paramètres par défaut, si vous êtes sur Windows, ça va être sur le C, User. Ça, User en majuscule, c'est votre nom que vous avez donné à votre ordinateur. Ensuite, ça, c'est un fichier caché, si je me rappelle bien. Donc, assurez-vous d'afficher les fichiers cachés là, sur Windows. C'est AppData, Roaming, QGIS, QGIS3, Profiles, Default, Python, Plugins. Je pense que vous pouvez aussi copier-coller ça dans votre Explorer en changeant ici le nom du user. Et pour ceux qui sont un système Unix, donc si vous êtes sur Linux ou Mac, okay, c'est aussi un fichier caché. C'est pour ça qu'on a un point ici. Donc, point local, c'est parce que c'est un fichier caché. Donc, même chose, vous allez aller dans Home. User, c'est votre nom d'utilisateur. Afficher les fichiers cachés, puis vous allez avoir local, share, QGIS, QGIS3, profiles, default, Python, plugins. Donc, si... OK. Donc, ça, c'est ce que j'ai ici sur mon ordinateur Linux. Donc, moi je l'ai appelé main. Là. Je peux peut-être le gros. C'est pas. OK, bref. OK, donc main, local, share, QGIS, QGIS3, profile, default, Python, plugins. En théorie, vous devriez avoir le EE plugin que vous avez installé. Vous allez avoir aussi le plugin Reloader. Vous allez avoir le plugin Builder aussi. Donc, tous les restes, moi, c'est d'autres plugins, soit que j'ai créés ou que j'ai téléchargés. Et vous devriez avoir, si tout a bien fonctionné, le Cartel GE Training Plugin. Donc, vous devriez avoir accès à ça. Et ici, vous allez avoir dans cet élément-là, vous allez avoir un fichier qui s'appelle algorithme, où on va lancer des algorithmes. On a le plugin, en fait, le central qui me permet de gérer tous nos modules. On a l'interface graphique ici. On a le init qui est propre à chaque package Python. On a aussi un convertisseur ici pour les objets QGIS vers Google Earth Engine. Et on a aussi une classe, en fait, module satellite pour stocker nos informations à propos des satellites qu'on veut extraire. Quand vous utilisez le plugin Builder, en général, il va vous sortir tout ce qui est interface graphique. Ça ne sera pas préprogrammé, mais vous allez avoir au moins le framework. Vous allez avoir aussi le plugin principal pour lancer le plugin. Vous allez avoir le init, vous allez avoir les ressources.py et vous allez avoir le plugin upload. Donc, ça vous évite en fait d'avoir à créer tous ces fichiers-là. Vous allez déjà avoir une base là, quand vous allez créer ça. Donc, est-ce que tout le monde est rendu à cette étape-ci où est-ce qu'on peut explorer en fait le code, ou il y en a encore qui, soit qui n'ont pas trouvé leur fichier ou qui n'ont pas fini d'installer Notepad++? Peut-être juste vous rappeler ici, c'est l'endroit où aller chercher vos fichiers. Donc, je vais assumer que ça va bien pour tout le monde. On a plus besoin de ici.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont PyQt5 déjà d'installer, vous pouvez juste double-cliquer ici là, sur le point UI. En théorie, ça devrait vous sortir PyQt5. Si vous ne l'avez pas installé, c'est vraiment pas grave. Vous allez pouvoir suivre avec moi sur le Qt Designer. Donc, ça, en fait, c'est le premier élément quand on développe un plugin avec interface graphique. Donc, en général, c'est en option. Vous pourriez aussi développer des plugins juste en script et juste rentrer, en fait, ce que vous avez besoin dans la console Python. Mais ça peut toujours être bon aussi d'avoir un petit interface graphique, là, surtout si vous n'êtes pas le seul à utiliser le projet. Ce n'est pas tout le monde qui sont à l'aise de rentrer des lignes de commande. Donc, comme on va voir, le plugin va être constitué de ce qu'on appelle des widgets. Okay? Donc, ici, vous avez... puis ce qui est intéressant, en fait, le Qt Designer, c'est que les widgets sont déjà préprogrammés pour vous. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de les glisser. Okay? Donc, si je veux un combo box, okay, qui est en fait, qui est un menu déroulant. Okay? Donc, tout ce que j'ai à faire, je prends combo box. Est-ce que je peux le grossir? Ouais, je pense que je ne peux pas vraiment grossir. Est-ce que vous voyez bien, Michael, ou c'est trop petit? Ouais, c'est visuel. OK. Donc, en fait, quand vous glissez, par exemple, un combo box, OK, ce qui est intéressant, c'est que si vous pouvez le faire à la main, j'ai déjà programmé une application avec sans le Qt Designer, juste en le programmant à la main. C'est facile à faire, mais si vous avez beaucoup d'éléments, là, ça devient complexe rapidement. Okay? C'est sûr que si vous avez juste 2-3 éléments, c'est peut-être quasiment plus rapide à la main, mais sinon, en fait, n'hésitez pas à utiliser le Designer. Et une fois que vous avez votre élément ici, là, vous voyez que tous les objets que vous allez créer vont être dans votre... dans le fond, vous allez avoir une liste d'objets. Ça, c'est super important de les nommer un nom qui est explicite. OK, là, je vais le nommer exemple. OK, donc parce que ce nom d'objet-là, c'est cet objet-là que vous allez appeler dans votre code pour pouvoir modifier ces paramètres. Parce que comment ça fonctionne avec PyQt, c'est ce qu'on appelle le principe de signal in the slots. C'est qu'en fait, le signal, c'est à chaque fois qu'il va y avoir un changement dans un widget. Donc, si on change de menu déroulant, okay, on sélectionne autre chose, ça va être un signal qui va être envoyé. Et ce signal-là va activer une fonction. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire de l'interaction, en fait, avec un plugin. Et c'est, en fait, pour savoir quel widget a été appelé, il faut y donner un nom unique. Donc, vous pouvez le mettre ici. Donc, ici, je l'ai mis exemple. Mais c'est toujours bon aussi d'avoir un nom qui est justement, vous allez vous rappeler. Là. Donc, ici, j'ai des labels aussi. Donc, ça, c'est des endroits où ce que vous pouvez mettre du texte. Et pourquoi c'est important de savoir, en fait, où ce qu'on est? Parce que comme vous voyez ici, pour ce label-là, bon, c'est peut-être un peu petit, mais ce que je demande, c'est de sélectionner une date de début puis une date de fin. Mais ce label-là va être actualisé dynamiquement en fonction du satellite qu'on utilise parce que je vais vouloir en fait que l'utilisateur choisisse une date qui est valide là, pour le satellite qu'il a choisi. Donc, c'est important de savoir c'est quoi le nom de cet objet-là pour que je puisse aller le remodifier dans mon code. C'est la même chose pour tout ce qui est mes combo box. Donc, on va vouloir leur donner des listes d'items à ces combo box-là. Donc, il faut être capable d'aller les rechercher. Donc, c'est avec les noms qu'on va leur donner qu'on va être capable d'aller les chercher. Et ensuite, parce que souvent, quand on fait des interfaces graphiques, là, surtout en web, c'est d'aligner nos éléments, que ça peut être vraiment... on peut passer des heures à aligner ça de façon programmatique là, avec des grilles et autres. Au moins ici, on a des géométries, puis on peut rentrer des coordonnées en X puis en Y facilement, puis on peut voir en fait, comme je sais ici, si je décide que je tasse mon exemple en Y à 3, ben, mettons 100, pour que ça soit plus visuel. Donc, vous voyez, mon combo box s'est tassé à la gauche parce que j'ai changé en Y. Puis, on peut changer aussi ses dimensions. Donc, là, j'ai mis 400. Donc, le combo box s'est élargi. Donc, on peut tout changer ça ici dans le Qt Designer. Alors que si on n'utilisait pas le Qt Designer, vous pouvez aussi tout changer ça, mais il faudrait le coder, en fait, ligne par ligne, ce qui peut être quand même assez long. Oh, je vois que ça a gelé. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous me suivez encore? C'est bon? OK. Okay. Donc, essentiellement, c'est comment fonctionne le Qt Designer. Et il y a des éléments aussi, parce que quand vous allez aller sur PyQt5, dans la documentation, je dirais les combo box, les labels, tout ça, c'est quand même assez
conventionnel. Il y a aussi, très important aussi, là, ici, quand vous manipulez des dates, puis ça, je pense que Michael vous l'a mentionné, là, super important d'utiliser des widgets qui manipulent des dates. OK? Manipulez jamais des dates avec des strings parce que ça devient un cauchemar vraiment rapidement. Parce qu'en fonction du système d'exploitation sur lequel vous êtes, surtout Windows puis les systèmes Unix là, qui n'utilisent pas les mêmes conventions pour les dates, si vous manipulez les strings, vous n'y arriverez jamais. Donc, c'est vraiment important d'utiliser des bibliothèques qui vont manipuler des dates en objet datetime, okay? Peu importe laquelle. Et eux, ils vont faire la conversion puis ils vont gérer justement les différents systèmes d'exploitation. Ça dépend aussi en général de la langue. Donc, si vous êtes en français puis en anglais, ça ne sort pas les dates de la même façon. Puis vos jours, votre année, il va bouger dans le fond, dans vos chaînes de caractères. Donc, toujours manipuler des dates. Donc, ici, il y a un widget pour des dates. Donc, il faut vraiment utiliser des widgets pour des dates, très, très important. Et il y a aussi des widgets qui sont propres à QGIS. Okay? Donc, un des widgets que j'ai utilisé, c'est pour sauver des fichiers. Okay? Donc, ça aussi, il y a un widget, lui, qui s'appelle le QGIS File Widget, justement, qui nous permet d'aller chercher des fichiers. Donc, ça aussi, plutôt que de... Parce que ça peut être quand même assez complexe là, de générer ça si vous faites tout ça à la main. Donc, des fois, il y a des widgets là, qui vont s'organiser justement parce que si on est en fonction du système d'opération, les noms changent. Puis ça aussi, ça va être très important. On va voir là, si vous voulez avoir votre plugin qui est universel. Il ne faut jamais manipuler des noms de fichiers de façon comme hard-codée, si vous voulez, là, parce que sinon, vous allez rapidement avoir des problèmes. Puis si je reprends justement, là, juste pour attirer votre attention, là, sur Windows, c'est des backslash qui séparent nos noms. Puis sur Unix, c'est des forward slash. Donc, juste ça, là, si vous ne tenez pas compte de ça, vous allez avoir beaucoup de problèmes là, quand vous allez développer des applications. Puis sur Unix, en fait, tous les fichiers cachés, c'est avec des points, tandis que sur Windows, c'est un système de flags, c'est complètement différent. Donc, pour être en mesure de générer ça, encore là, utiliser des librairies qui sont propres à créer des chemins, finalement, en fonction du système d'exploitation, ça va vous sauver beaucoup de maux de tête. Donc, ça, c'est un peu l'aperçu pour le designer. Donc, je n'irai pas justement à travers chaque option, là, sinon ça serait trop long, mais c'est quand même abondamment documenté, là, puis vous pouvez voir en fait toutes les options que vous pouvez faire pour ces manipulations-là. On va y revenir évidemment dans le code. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner un aperçu. Donc, je ne sais pas si pour la portion là, de créer l'interface graphique, il y avait des questions plus précises ou si ça allait pour tout le monde jusqu'à ce point-ci. Non, c'est bon? OK. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ceux qui sont curieux, en fait, parce qu'évidemment, ce n'est pas magique tout ça, là, ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses en arrière là, du designer, en fait, pour vous permettre d'interagir avec votre classe. Donc, ça, c'est tout géré ici dans ce fichier-là. Okay. Dans le non, c'est pas dans celui-là. Allô? Oui. Ouais, Jean-Nicolas, En classe. Jean-Nicolas. Oui, là, je vous entends. Ah, je vois que le hibou a planté. Oui, ben c'est le laptop, la batterie s'est déchargée. Ah, OK. On remet ça en route. Hein. C'est bon, il n'y a pas de problème. On va peut-être faire une pause de 10 minutes, en profiter. Ouais, c'est bon. Avant de rentrer dans le code, s'aérer l'esprit. C'est bon. Okay. Donc, on dit à 45. C'est bon, parfait. Excellent. Bonne pause. On fait une pause de 15 minutes. Si vous voulez prendre un café. Est-ce que je peux
Unité ou update. Ministre.